Et nous allons commencer ce journal par l'annonce faite hier soir vers minuit par le président américain Donald Trump. Je confirme la conclusion d'un accord avec l'Iran, a déclaré le président américain. Félicitations à tous. Je valide en cet instant la réouverture du détroit d'Ormuz et valide également la levée immédiate du blocus américain des ports iraniens. Bateaux du monde, enclenchez vos moteurs, faites couler le pétrole, a dit le président américain. Selon lui, cet accord qui doit être ratifié vendredi, peut-être à Genève, inclut un engagement iranien à ne pas développer l'arme nucléaire et doit permettre la réouverture donc immédiate du détroit d'Ormuz. L'accord prévoit également un allègement des sanctions et un dégel de plusieurs milliards de dollars qui étaient bloqués dans le cadre des sanctions économiques contre le régime des Mollahs. Pas de mention dans l'accord du dossier des missiles balistiques, ni même du statut des proxys iraniens. La télévision iranienne a confirmé la conclusion d'un accord et un cessez-le-feu au Liban, a-t-elle dit. Dans les médias iraniens, on a célébré cette conclusion d'un accord avec les Américains comme s'il s'agissait là d'une véritable victoire. Mais il faut rappeler que l'annonce de cet accord est intervenue après une soirée de très vives tensions entre Israël et les États-Unis. Le président américain n'a pas du tout apprécié en effet le bombardement d'une seule et unique cible hier en début d'après-midi dans le quartier de la Dahia à Beyrouth contre un des dirigeants du Hezbollah. Or, ce bombardement, il faut le rappeler, a été décidé par l'échelon politique israélien après que le Hezbollah ait tiré dans la matinée plusieurs missiles et drones en direction du territoire israélien. La tension a grimpé puisqu'en fin d'après-midi, les Iraniens ont menacé de tirer, ont-ils dit, dans les prochaines heures et avant le lever du jour, des missiles balistiques en direction d'Israël, comme ils l'ont fait la semaine dernière. La défense passive de Tsahal a donc décidé de rehausser l'état d'alerte, interdisant en particulier des rassemblements de plus de 5000 personnes, ce qui a immédiatement conduit à l'annulation de 2 grands concerts d'Eyal Golan et d'Omer Adam. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir pour débattre de la situation et de la réaction à apporter en riposte à d'éventuels tirs iraniens sur Israël. La réunion du cabinet a été relativement tendue. Les ministres israéliens de la droite du gouvernement ont demandé à Benjamin Netanyahou d'exiger de Donald Trump une séparation très claire dans cet accord entre le front iranien et le front libanais. La réunion a dû être interrompue justement par une conversation téléphonique très tendue également entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Une de plus, serait-on tenté de dire. Le président américain a alors annoncé à Benjamin Netanyahou la conclusion de l'accord avec les Iraniens. Et plus tard dans la nuit, Donald Trump a déclaré: Netanyahou est un homme très dur et pour dire la vérité, il devrait être reconnaissant pour tout ce que nous avons fait, car si l'Iran avait eu l'arme nucléaire, Israël n'aurait pas tenu le coup plus de 2 heures. Fin de citation. Côté israélien, on n'a pas réagi ce matin à ces déclarations, mais l'on insiste sur le fait qu'Israël ne se considère pas comme engagé par l'accord américain ni par le volet libanais de cet accord, et l'on affirme que Tsahal conservera une marge de manœuvre pour lutter contre le Hezbollah. Sur le plan diplomatique, une visite qui a un peu mis du baume au cœur, on va dire, ce matin aux Israéliens. Il s'agit d'une visite du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, qui est arrivé hier en visite officielle en Israël. Il a été reçu par le président de l'État, Yitzhak Herzog, et par la suite, il a planté un arbre dans le Bosquet des Nations, un site du KKL à Jérusalem. Il faut rappeler qu'Israël a reconnu le Somaliland comme État souverain par Israël donc en décembre 2025, et ce faisant, l'État d'Israël a été le premier État membre de l'ONU à reconnaître ce pays. Toujours sur le plan diplomatique, Marine Le Pen a appelé à soutenir Israël contre le Hezbollah. La présidente du Rassemblement national a déclaré qu'il fallait continuer à soutenir Israël dans sa lutte contre le mouvement terroriste chiite. Elle a affirmé que les derniers développements prouvaient le lien qui existait entre le Hezbollah et le régime iranien. Elle a appelé toutes les parties à trouver une solution durable pour le Liban. Quant au ministre israélien de la diaspora, Mihai Shikli, il a protesté contre des sanctions contre le gouvernement que le gouvernement britannique a imposées contre des organisations israéliennes. Il s'agit d'une protestation officielle de la part du ministre israélien. Le ministre a dénoncé le fait que la décision de sanctionner ces organisations ait été prise sans consultation préalable avec le gouvernement israélien. Les organisations frappées par ces sanctions sont des organisations de la droite nationaliste
salafistes qui agissent en particulier en Judée-Samarie. Côté israélien, on redoute que de telles sanctions soient élargies à l'ensemble de la production agricole en provenance de Judée et de Samarie. Et l'on explique que l'Union européenne envisage actuellement de telles sanctions et pourrait les mettre en application sans même obtenir une unanimité de l'ensemble des membres donc de l'Union européenne. C'est la fin de ce premier journal d'information. Vous connaissez le mouvement woke, ce courant militantiste progressiste de gauche aux luttes de plus en plus radicales et à géométrie variable. Mais un nouveau phénomène attire l'attention aux États-Unis. Pendant des décennies, la droite américaine traditionnelle était relativement prévisible, patriotique, attachée aux valeurs occidentales, profondément pro-israélienne et convaincue que les États-Unis avaient un destin particulier. Mais le paysage a changé. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau courant que certains appellent la woke right, les woke de droite, si on veut. Un mouvement qui semble avoir repris les méthodes, les réflexes et parfois même les obsessions idéologiques de la gauche radicale. Pour tenter de comprendre les racines intellectuelles, les méthodes et les ambitions de ce phénomène de plus en plus influent, nous recevons Raphaël Landau qui s'est penché sur le sujet. Raphaël, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Raphaël, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le woke right et pourquoi ce terme ? Oui, c'est le terme qui a été évoqué la première fois, je pense, par Ben Shapiro et Jordan Peterson, des figures conservatrices. En fait, woke, pourquoi ? Parce que ce mouvement se définit un peu en miroir de la woke left, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les yeux. Enfin, ils ont ouvert les yeux, ils ont compris que l'Amérique était dominée, contrôlée, en sous-main par des globalistes, des élites, des groupes secrets qui font du mal aux Américains. Donc c'est ça l'idée de la woke right. Et surtout, de manière intéressante, ils n'envisagent plus l'Amérique comme un groupe ou qu'un ensemble de citoyens ou d'individus, mais comme une liste de groupes, les groupes opprimés qui sont les plus nombreux, et les groupes dominants qui contrôlent ces groupes, ces opprimés. Donc une vision communautariste et de classe sociale. Alors quelles sont les deux, trois personnalités de ce mouvement ? Je vais en citer deux. Tucker Carlson, que beaucoup connaissent déjà, qui est l'ancien présentateur vedette de Fox News. C'est la personnalité ou une des personnalités médiatiques les plus influentes et populaires en ce moment. Il a plus de 20 millions de followers sur Twitter, pour vous donner une idée, plus que certains médias américains. Anti-israélien. Anti-israélien. Et voire antisémite. Hein. Complètement. Ouais. Alors, Tucker Carlson, lui, il porte une idéologie auquel il croit. Il a fait un virage à 180 degrés. On n'aura pas le temps de l'expliquer pourquoi, mais il est très habité par cette idéologie. Candace Owens, c'est différent. Une figure médiatique, une influenceuse. Elle cherche beaucoup le clic et la popularité. Elle parle de beaucoup de thématiques, des Juifs, d'Israël, de Bibi Netanyahou, de l'épouse du président Macron. C'est celle qui porte la théorie que Brigitte Macron serait un homme. Voilà, c'est une théorie avec laquelle elle fait d'ailleurs beaucoup d'argent. Complètement, beaucoup. D'accord. Et donc ce sont les deux personnalités principales de ce courant. Alors qu'est-ce qui explique, quel est le contexte qui pourrait expliquer la montée de ce courant et le fait que ces deux personnalités, elles ne sont pas seules, mais ces deux personnalités en tout cas attirent autant de public? C'est une très bonne question. Il y a eu le Covid. Le Covid, ça a été un peu le démarrage, à juste titre. Un certain nombre de personnalités ou en tout cas une grande partie de la population américaine aussi, n'ont plus eu confiance aux institutions, et c'est pas seulement aux États-Unis. Et personnellement, je pense que c'est à juste titre. Par contre, au départ, ils avaient une analyse qui pouvait s'entendre, d'accord, sur les dysfonctionnements des institutions médicales, politiques, etc. Mais après, ça dérivait. Ça a commencé à dériver. Pour expliquer que le Covid était une espèce de création, c'était voulu, ça venait d'un agenda en fait, d'un groupe, d'une élite de globalistes qui voulaient baisser la population aux États-Unis ou en Occident, etc., etc. Et évidemment, quand on évoque ce genre de théorie, les Juifs et Israël sont jamais très loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le bannissement de Trump. Oui, parce qu'au départ, c'est l'émanation, ce courant, c'est un peu l'émanation du mouvement MAGA, Make America Great Again, et America First, mais on a une forme de détachement désormais du Trumpisme.
Complètement, ils soutenaient Trump, ils ont soutenu Trump, ils étaient très contents de l'élection de Trump, mais il y a eu déjà le bannissement de Trump à l'époque, avant son élection, sa réélection, de Twitter, ça a créé un vide. Elon Musk qui rachète Twitter et qui permet à tout le monde de s'exprimer, c'est son idéologie, libertaire. Donc ils ont trouvé un mégaphone déjà très puissant avec Twitter, et aussi le fait que, si vous voulez, ils sont obsédés, ils ont pas apprécié en fait le fait que Trump soit ouvertement allié à Israël et pro-Israël. En tout cas, du point de vue de Trump. Et ça, ça c'est rentré en collision avec leur idéologie de pureté idéologique des États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ils aspirent à une homogénéisation de l'Amérique culturellement, ethniquement, une Amérique défaite des influences extérieures et des bruits et des gens qui peuvent l'affaiblir. Oui, alors que d'un point de vue, on va dire, traditionnel, la droite républicaine a toujours été plutôt, enfin en tout cas depuis des décennies, est un soutien d'Israël. Et qu'est-ce qui fait justement que cette nouvelle droite a décidé d'être ouvertement anti-Israël, voire même antisémite? Complètement. Antisémite, anti-Israël. On peut donner quelques exemples de ce qu'ils disent, que les juifs ashkénazes ne sont pas des vrais juifs, ou qu'ils viennent pas d'Israël, que les Chabad ou les Lubavitch fomentent des guerres à tort et à travers. Oui, ils viennent toucher au symbole fort, à l'image, on va dire, le cliché de l'américain juif moyen, quoi. C'est l'identification du juif américain. Complètement. Et ce détachement, en fait, cette obsession sur Israël, c'est lié au fait qu'ils voient, en fait, Israël comme ayant une influence massive aux États-Unis, comme contrôlant, en fait, la politique américaine. Ils voient ça comme un élément extérieur. Ils trouvent ça très dangereux pour les Américains, et ils pensent que c'est grave, que ça met à mal l'Amérique auquel ils aspirent, purifiée de tous ces bruits et de toutes ces influences. Et c'est pour ça qu'ils essayent d'affaiblir la droite, le mouvement évangélique aux États-Unis, oui, qui traditionnellement est allié, ou en tout cas est pro-sioniste. Ouais. C'est pour ça en fait qu'ils s'attaquent beaucoup aux évangéliques, pour essayer de créer une sorte de théologie du remplacement, en fait une sorte de nouveau catholicisme ou quelque chose comme ça, un nouveau christianisme en fait. Alors c'est étonnant parce que c'est justement une des critiques qui est formulée ici en Israël souvent, c'est qu'on accuse Israël d'être trop dépendant des États-Unis, et non pas d'être l'influenceur de l'Amérique, mais d'être trop dépendant et influencé par les décisions du gouvernement américain. Donc cette différence de vision est assez surprenante. Alors quelles sont les techniques de persuasion et tout simplement pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces théories complotistes arrivent à convaincre, vous l'avez dit, 20 millions pour Tucker Carlson, 8 millions pour Candace Owen? Qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça convainc autant de monde aux États-Unis et même à travers le monde, En ce qui concerne l'influence aux États-Unis, on va y revenir parce qu'il y a peut-être une source d'optimisme là-dessus, mais les techniques de persuasion, elles sont assez fines. Tucker Carlson, il en a deux. Il dit tout le temps, sans arrêt, I'm just asking questions. Est-ce qu'on n'a pas le droit de poser des questions? Moi, je pose des questions. Et j'ai pas peur de poser des questions sur des sujets qui sont tabous. Le fait qu'il pose des questions sur Israël et les Juifs, ça montre à ses auditeurs qu'il aborde tout. Parce que les États-Unis, quand même, Israël et les Juifs, c'est un peu délicat. Oui. Mais, voilà, donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que le Juif serait le bouc émissaire idéal pour lui. Ce qui lui permet de légitimer son discours. Complètement. Et surtout, il passe son temps à expliquer. Quand il parle d'une thématique, il dit sans arrêt, c'est évident. Il est évident que. Et donc, ça donne l'impression à celui qui l'écoute que Tucker Carlson est très populaire, donc il a forcément raison. Donc, si lui trouve ça évident et que moi, je me mets à douter, je suis à côté de la plaque. Ouais. Ça paraît évident. Il est aussi très malin parce que il avait interviewé, ça, c'est un exemple intéressant, il avait interviewé l'ancien directeur de Wikipédia. Oui. Et à un moment donné, il le regarde dans les yeux, il lui dit, je pose cette question, mais je pense que c'est évident. Israël a fait l'objet d'un traitement très favorable sur Wikipédia, vous êtes d'accord? Ah oui. Et là, le patron de Wikipédia lui répond en lui disant, pas du tout, c'est plutôt l'inverse. Et tout de suite, il dit, on a abordé Wikipédia, on va passer à un autre sujet. D'accord. Donc, il est très subtil. Candace Owen, c'est autre chose, c'est beaucoup plus basique, mais elle répète souvent cette phrase dans ses podcasts. Elle dit, We don't know what we don't know.
but we know. Je vais expliquer en français. Quand elle dit, par exemple, que Bibi a forcé la main à Trump pour faire la guerre à l'Iran, elle dit, est-ce qu'on a une preuve écrite? We don't know what we don't know. Quand on n'a pas de preuve, on peut pas vraiment le savoir. Ce qu'on sait pas, on le sait pas. But we know. On sait que c'est vrai. Donc ça donne, ça influence en fait celui qui l'écoute pour dire, bah, il n'y a même pas besoin de preuve en fait. C'est une évidence. Donc, et puis il y a la victimisation aussi. Ça c'est très important. La victimisation, c'est quelque chose qui nous touche tous. On peut tous être victime de ça. Quand les choses vont mal dans la vie, etc., on se victimise, on dit que c'est la faute des autres. Il victimise sans arrêt le groupe auquel il s'adresse. Vous êtes victime, vous avez été contrôlé, vous avez été trompé par les forces extérieures, les influences, etc. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des théories parfois les plus farfelues qui arrivent à percer. Preuve que les méthodes fonctionnent. Maintenant, quelles pourraient être, on va dire, les conséquences politiques de l'émergence d'un tel courant aux États-Unis? Alors, je vais pas faire de prévision, je déteste ça, mais il y a une question qui se pose sur l'alliance entre Israël et les États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des sources d'inquiétude. On ne sait pas qui va être le président après, mais J.D. Vance, qui est vice-président et qui pourrait être élu lors des prochaines élections, qui a une tendance un peu comme celle-ci, hein, qui a cette tendance, hein. Tout à fait. Il est très proche de Tucker Carlson. Un journaliste lui avait posé la question du génocide commis à Gaza, soi-disant. Il n'avait pas critiqué ou contredit. Donc, il y a une question qui se pose. Et il y a effectivement un risque d'alliance entre la woke right et la woke left. J'allais dire, c'est un peu évident. Les extrêmes. Megyn Kelly, qui est une des figures de proue de la woke right maintenant, elle a été interviewée récemment en disant qu'elle se sentait elle avait certaines affinités avec certaines personnes ou certaines idées de la woke left. Donc, on y est. Hein. Ouais. C'est un risque possible. Ah oui, donc il y a vraiment une alliance des extrêmes et un consensus, on va dire, autour de la question juive et la question Israël. Bon, malgré ce constat un peu inquiétant pour l'avenir, on va dire, de l'entente israélo-américaine et de l'avenir des Juifs américains également, est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste? Est-ce qu'il y a une lueur d'optimisme qu'on peut ressortir de cette inquiétude? Il faut toujours être optimiste. Il y a une élection le 19 mai dernier aux États-Unis dans le Kentucky, une élection un peu en amont des élections midterm en novembre, où le candidat Thomas Massie, soutenu par le woke right, a perdu. Il a perdu son siège à la Chambre des représentants au profit du candidat soutenu massivement par Donald Trump. Donc, cette élection est très intéressante parce que les woke right ont été furieux. Donc, Tucker Carlson, Candace Owen, Megyn Kelly, etc., Anna Kasparian, ils ont tous abordé les mêmes thématiques, à savoir qu'Israël, l'EPAC, le lobby pro-israélien, avait influencé énormément l'élection et avait favorisé le candidat de Trump en donnant beaucoup d'argent, ce qui est complètement absurde en fait. Parce que Thomas Massie a reçu de l'argent du Qatar et d'autres influenceurs. Donc c'est un peu ridicule, mais c'est en tout cas un très bon signe. La deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, historiquement, quand un mouvement dérive trop vers l'extrémisme ou le complotisme, en général, les Américains opèrent un recentrage. C'est pas très populaire aux États-Unis d'être très très extrême. Il y a eu des extrêmes, il y en aura toujours, mais il y a quand même un recentrage. Et de vous à moi, les personnes qui gouvernent aux États-Unis, la création d'emplois, l'économie, le social, la vraie gouvernance aux États-Unis, elle est effectuée par des gens qui sont pas du tout intéressés par ces thématiques. Donc, voilà, c'est pas donné en tout cas. La victoire est pas. Oui, c'est aussi un peu pour la raison pour laquelle Trump a souhaité rapidement se débarrasser de la question iranienne, puisque à l'intérieur, c'est une problématique qui ne parle pas à la population et qui peut le rendre d'ailleurs assez impopulaire. Écoutez, c'est très intéressant. Bon, on voit que le Parti démocrate pourtant n'a pas encore opéré ce recentrage. C'est-à-dire que lui est toujours dans cette logique d'extrémisation et de glissement vers la tendance woke. Pour vous, donc, ça devrait prendre un peu plus de temps ou en tout cas réagir plus rapidement du côté des Républicains. Oui, il y a des réactions déjà, il y a des politiques qui commencent à réagir, il y a des raisons d'espérer et d'y croire. Voilà, c'est pas donné encore.
Ok. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant. Merci de nous avoir éclairé sur ce nouveau phénomène woke aux États-Unis. C'est assez inquiétant, mais comme vous l'avez dit, on espère, et puis la politique, ça va tellement vite en Israël comme aux États-Unis qu'on espère avoir de bonnes nouvelles très rapidement. Merci beaucoup, Raphaël Landau, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses de ce type. Au revoir. À bientôt, Johan. Au revoir, à bientôt. Chose promise, chose due. Je vous avais annoncé qu'on parlerait du nom Palestine, d'où il vient et ce qui se cache derrière. Alors, on va remonter dans le temps, et il y a plus de 3000 ans. Nous sommes alors au XIIe siècle avant notre ère, et nous sommes en Égypte. Sur les murs du temple funéraire de Ramsès III, des hiéroglyphes évoquent un peuple mystérieux qui s'appelle les Pélésètes. C'est l'un de ces fameux peuples de la mer, ces groupes venus des îles Égéennes, du côté de la Grèce et de la Crète. Le pharaon finit par les repousser, non sans difficulté, aux alentours de 1175 avant notre ère. Ces Pélésètes, après leur défaite face à l'Égypte, s'installent sur une étroite bande côtière au sud de Canaan, autour de Gaza et Ashkelon. En français, ce peuple deviendra les Philistins. En hébreu, dans la Bible, on les appelle les Plishtim. À ce moment-là, ce territoire est sous influence égyptienne. Et à quelques kilomètres de là, dans les montagnes de Judée, vivent les tribus d'Israël. Pendant des décennies, les tribus d'Israël et les Philistins vont s'affronter. C'est les récits bibliques connus, comme celui, par exemple, de David contre Goliath, qui est précisément un berger issu des tribus d'Israël et des montagnes qui affronte un géant de la côte philistine. Mais alors, comment ce nom, qui désignait un morceau de la terre au niveau de la côte, a-t-il fini par désigner toute une région? Le coup de théâtre vient de Rome, en 135 de notre ère. L'empereur Adrien écrase alors la révolte de Bar Korva, cette insurrection juive qui avait pendant 3 ans donné naissance à un État juif indépendant. La répression est d'une brutalité extrême, et pour humilier encore un peu plus les vaincus, Adrien décide d'effacer le mot de Judée des cartes. Et il rebaptise officiellement la province Syria Palaestina, Syrie-Palestine. Jérusalem elle-même d'ailleurs est rebaptisée Aelia Capitolina. Le geste est politique, administratif et très symbolique. Il s'agissait de couper le lien entre le peuple juif et sa terre. Et le terme Palestine est désormais gravé dans le marbre administratif de l'Empire romain. Au 7e siècle, lors des conquêtes arabo-islamiques, les nouveaux maîtres de la région conservent cet héritage romain. Ils adaptent simplement le mot à leur langue. Palaestina devient Philastine. Le nom traverse ainsi les siècles, survit à l'Empire ottoman et ressurgit au XXe siècle sur la scène internationale, lorsqu'en 1922, la Société des Nations officialise le mandat britannique de Palestine. À cette époque, le mot palestinien peut désigner aussi bien les Juifs, présents depuis des millénaires, que les Arabes, arrivés donc au 7e siècle. Reste la question que tout le monde se pose. Les Palestiniens d'aujourd'hui, ceux que l'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, sont-ils les descendants de ces Philistins de l'Antiquité? La réponse des archéologues, mais aussi des historiens, est claire. Non. Les Philistins en tant que peuple ont cessé d'exister après les déportations babyloniennes du début du 6e siècle avant notre ère. Ashkelon, leur cité la plus emblématique, a été entièrement détruite par Nabuchodonosor en 604 avant notre ère, et ses habitants exilés à Babylone. Après ça, les Philistins disparaissent des documents historiques et n'ont laissé aucune descendance identifiable. Donc un peuple côtier de l'Antiquité qui a disparu il y a 2600 ans a donné son nom à une région, et ce nom a été délibérément choisi par Rome pour effacer l'appartenance de la terre au peuple juif. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, le nom Palestine est utilisé pour nier la légitimité du peuple juif sur sa terre.
Ce matin encore, les sites d'information sont plus précis et plus réactualisés que les journaux en papier puisqu'ils parlent de conclusion par Donald Trump d'un accord avec les Iraniens. Le président américain a en effet déclaré durant la nuit qu'un accord avec l'Iran était finalisé. Selon les dires du président américain, cet accord, qui doit être ratifié vendredi, peut-être à Genève, inclut un engagement iranien à ne pas développer l'arme nucléaire et doit permettre la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. L'accord prévoit également un allègement des sanctions et un dégel de plusieurs milliards de dollars qui étaient bloqués dans le cadre des sanctions contre le régime iranien. Pas de mention dans l'accord du dossier des missiles balistiques, ni même du statut des proxys. Les sites d'information se font l'écho des cris de victoire au sein du pouvoir à Téhéran, mais ils mentionnent surtout la colère du président américain vers Binyamin Netanyahou qui, selon lui, a failli faire capoter la conclusion de l'accord en donnant l'ordre de tirer sur la Darya hier à Beyrouth. Les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin sont des manchettes de confrontation dans ce dossier iranien, mais une confrontation que l'on ne croyait pas véritablement possible il y a encore quelques jours. Il ne s'agit pas justement d'une confrontation entre Israël et l'Iran ou entre les États-Unis et le régime des Mollahs, mais bel et bien d'une confrontation ouverte entre Israël et les États-Unis, ou plus exactement, peut-être devrait-on dire, entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Confrontation, titre justement en manchette le Yediot Aharonot ce matin avec des photos des deux leaders, américains et israéliens, visiblement tous deux très mécontents l'un de l'autre. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot se demande encore, va-t-on vers un accord ou vers une escalade? C'était donc, on va dire, fin de soirée au moment du bouclage de ce journal. Le journal rappelle d'ailleurs qu'hier en début d'après-midi, l'armée de l'air israélienne a frappé un immeuble dans le quartier de la Darya à Beyrouth en riposte à des tirs de missiles du Hezbollah en direction du nord d'Israël. Cela n'a pas du tout plu à Donald Trump qui a affirmé que ce bombardement a failli torpiller l'accord qu'il préparait avec les Iraniens. Trump a donc piqué une colère verte contre Binyamin Netanyahou. Que foutez-vous, a-t-il lancé en des termes plus crus encore au Premier ministre Binyamin Netanyahou. À Téhéran, on a menacé de riposter en tirant contre Israël et l'état d'alerte a été donc élevé. Donald Trump a dû faire pression sur les Iraniens afin qu'ils ne tirent pas. Une question à laquelle les sites d'information donc s'intéressent ce matin de manière plus précise. La manchette du Israël Hayom se focalise, elle, sur le dossier libanais, mais l'ombre de Téhéran n'est jamais très loin. Le Israël Hayom cite des responsables israéliens qui affirment « Nous ne pourrons jamais valider un soutien de l'Iran au Hezbollah ». En sous-titre, le Israël Hayom se fait l'écho de la réunion tendue hier du cabinet restreint pour la sécurité nationale, avec une exigence claire de la part des ministres à Binyamin Netanyahou, demander à Donald Trump de séparer le dossier iranien de celui du Liban. Au sein du gouvernement israélien, on explique que les engagements pris par les Américains n'engage en rien l'État d'Israël. Et au sein de l'administration américaine, les choses sont claires. Le débat sur l'Iran est clos. Celui qui s'oppose à la politique de Donald Trump risque de payer le prix cher. Itamar Eichner, dans le Yediot Aharonot, nous propose de comparer les objectifs des deux grandes opérations contre l'Iran et les résultats obtenus. Il s'agit bien entendu de l'opération Amkelavi il y a un an précisément et de l'opération du rugissement du lion qui a débuté le 28 février. Et lorsque l'on dresse cette comparaison entre les objectifs et les résultats, eh bien on constate que l'on est encore loin du compte. Au départ, les objectifs avoués d'Israël étaient de détruire le programme nucléaire iranien, de neutraliser la capacité de Téhéran à produire des missiles balistiques, de rompre le lien entre l'Iran et ses proxys et de créer donc des conditions pour permettre au peuple iranien de faire chuter le régime. Un an plus tard, aucun de ces objectifs, selon Itamar Eichner, n'a été pleinement atteint. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes israéliens autour de ces développements, en particulier dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea explique qu'à partir du moment où Trump a compris qu'il n'obtiendrait pas en Iran la victoire qu'il escomptait, il a opté définitivement pour l'option d'un accord. Presque à tout prix. Le problème est que Netanyahou est tout le contraire. Lui ne sait pas trancher, il ne sait pas se replier. La politique sécuritaire d'Israël tangue ces derniers jours entre le violet des cheveux de Binyamin Netanyahou et le blond roux de Donald Trump. Et Nahum Barnea d'expliquer que si Netanyahou a frappé hier à la Darya à Beyrouth, c'est pour montrer à sa base électorale qu'il n'est pas aux ordres de Trump, mais il n'est pas certain qu'il est très sage de précipiter Trump dans les bras des Iraniens. Dans le Yediot Aharonot, une caricature de Guy Morad dans laquelle on voit Donald Trump en train de tenter de souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire, un gâteau sur lequel on voit une bougie en forme de Mortaba Khamenei, et oui, que Donald Trump ne parvient franchement pas à éteindre, et derrière on voit Binyamin Netanyahou qui lance à Trump « Vous avez peut-être besoin d'un coup de main ?»
Et puis, le Israélium se fait ce matin l'écho en première page et en page intérieure d'une autre préoccupation israélienne. Il s'agit cette fois de sanctions que l'Union européenne pourrait prendre contre Israël. En Judée et Samarie, ces sanctions pourraient toucher certains habitants juifs de Judée et Samarie qui seraient impliqués dans des actes de vandalisme contre les Palestiniens. Elles pourraient également frapper les ministres Smotrich et Ben-Gvir. Et les plus douloureuses de ces sanctions pourraient entraîner le boycott total de produits israéliens produits en Judée et Samarie. Tout cela inquiète bien entendu beaucoup les dirigeants israéliens. Et puis pour terminer cette revue de la presse, un éditorial qui se rapporte à la semaine du livre en Israël, une semaine du livre qui célèbre cette année son centenaire, et à cette occasion le directeur presque mythique des éditions du Yediot Aharonot, Dubi Hirnold, lui fait partager aux lecteurs du Yediot Aharonot ses sentiments. Il rappelle le souvenir de son père pour qui la renaissance du peuple juif sur sa terre, sur la terre d'Israël, se traduisait avant tout par le nombre d'ouvrages en hébreu qui étaient publiés ici en Eretz Israël. Et à l'occasion donc de ce centenaire de la semaine du livre, il rajoute: dans le chaos dans lequel nous évoluons actuellement, le simple fait de voir des dizaines de milliers d'Israéliens se promener entre les stands de livres et de discuter des derniers ouvrages parus prouve que nous conservons malgré tout une forme de normalité. Fin de citation et fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Primac arrive en Israël, enfin presque, parce qu'on va expliquer de quelle manière cette marque très connue en Europe et qui est très aimée par les Israéliens. On s'en rend compte lorsqu'on va dans les magasins Primac à Londres ou à Paris. On entend beaucoup d'hébreux. Primac arrive en Israël. Alors de quelle manière et surtout, est-ce que ça va changer quelque chose pour les consommateurs israéliens? C'est ce que nous allons vérifier avec notre invité ce matin, Yael Ifra. Yael, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de la consommation et puis surtout fondatrice de l'application Caspenou. Alors, Primac arrive en Israël. Alors, ne vous dépêchez pas, ne vous précipitez pas encore dans votre centre commercial le plus proche pour voir si le magasin Primac a ouvert, parce que ce n'est pas le cas encore. Hein. On ne va pas avoir des magasins Primac encore en Israël. J'aime bien le mot « encore », Olivier, qui témoigne de votre optimisme inné. Pour nous, on n'aura sûrement pas de magasin Primark en Israël. Alors, pour expliquer un petit peu, il y a eu une espèce de buzz qui a eu lieu la semaine dernière parce que quelques influenceuses mode ont fait des posts pour annoncer que donc Primark, donc une marque low cost assez célèbre de vêtements, qui est anglaise à la base mais qui est présente un peu partout en Europe, arrive en Israël. Donc effectivement, tout le monde s'est précipité sur le post et sur son ordinateur pour découvrir qu'en fait, comme vous l'avez dit, aucun magasin ne va ouvrir, mais que tout simplement, les vêtements, enfin les produits de Primark seront accessibles aux Israéliens via un système de livraison à l'international fait par une société qui s'appelle Shiptamboul. Alors, j'avais fait, excusez-moi de juste expliquer pourquoi, j'avais fait un item sur ce sujet avec Cannes, la radio publique, il y a quelque temps. Et en fait, il se trouve que le patron de Primark, il parle un peu français. Excusez-moi, Olivier, désolé. Ouais. Il parle un peu français et quelqu'un lui a fait passer l'émission. Et il m'a téléphoné. Et il m'a dit, c'est moi, Monsieur Primark. Donc voilà. Et en fait, il s'est avéré que ce que j'avais dit n'était pas du tout exact. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, Primark est une marque qui ne livre pas. Donc, contrairement à toutes les grandes marques de vêtements européennes, Zara, H&M, etc., aujourd'hui, pratiquement partout, on peut avoir la livraison ou le click and collect, comme on appelle ça. Or, Primark ne l'offre pas, probablement pour des raisons, et bien évidemment, de coûts très très bas. La livraison viendrait rajouter des frais que les gens ne seraient pas forcément prêts à payer. Donc, ils ont décidé de pas le faire. Et ce jeune homme dirige donc une société qui s'appelle Shiptamboul. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, on comprend qu'il y a un rapport avec la Turquie. Et en fait, qui met à disposition des Israéliens des adresses virtuelles pour qu'ils puissent se faire livrer dans des conditions normales, dans pays développés normal, des articles qu'ils pourraient commander dans des marques normales qui sont vendus à des prix complètement délirants en Israël. Donc en fait, c'est assez connu comme combine. Alors bon, évidemment, si vous êtes français, vous aurez jamais besoin d'avoir recours à de telles manœuvres juste pour pouvoir commander un t-shirt chez Zara, mais on est en Israël. Et donc en fait, simplement ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à trouver une manière de faire livrer les vêtements Primark. C'est pas lui qui va les chercher au magasin de Londres.
Londres et ainsi de les réexpédier aux Israéliens, et même en rajoutant tous les frais évidemment afférents à la création de la fausse adresse, au reconditionnement, etc. Eh bien, ça revient quand même beaucoup moins cher. Alors pour Primark, pas disponible en Israël, mais pour toutes les autres marques qu'il vend, ça revient toujours beaucoup moins cher qu'en Israël. C'est dire, Olivier, la gravité de la situation. Ouais. Et donc, en fait, juste avant qu'on enchaîne, donc en fait, c'est juste que ça permettra de recevoir en Israël, par le biais de tout un système de chaînes de livraison et d'approvisionnement, des articles qui ne sont pas disponibles physiquement et qui ne sont pas près de l'être apparemment, à un prix forcément plus cher que Primark, mais comme il nous dit très élégamment, ça coûtera moins cher qu'un billet d'avion. Ouais, alors est-ce que ça va changer quelque chose quand même pour les consommateurs israéliens vraiment? Bon, alors le prix, il sera sans doute un peu moins cher que les enseignes israéliennes, mais est-ce que ça va être vraiment avantageux? Est-ce qu'on peut le savoir déjà? Ce que je vous propose, Olivier, c'est qu'on laisse de côté Primark, qui donc n'est pas disponible en Israël, donc il n'y a pas d'élément de comparaison. Donc vous allez le commander à l'étranger, comme quand vous allez vous commander chez Amazon aux États-Unis je sais pas moi, un iPad, parce que le dollar est très bas et que ça va vous revenir moins cher. Ce qui est plutôt très intéressant, c'est de comprendre sur quoi ce jeune homme-là, chez Tamboul, enfin et plein d'autres, font leur chiffre d'affaires. Donc il m'a expliqué que plus de la moitié de son chiffre d'affaires, c'est Zara, Grèce. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a des magasins Zara en Israël, mais que la plupart des Israéliens qui sont un peu malins vont commander chez Zara en Grèce où le prix est la moitié du prix israélien et se le faire réexpédier depuis la Grèce, qui est vraiment pas très loin, vers Israël. Et donc, en effet, vont payer beaucoup moins cher, pas le même prix qu'ils auraient payé en Grèce si on y était allés, ou surtout pas le même prix qu'ils auraient payé en Israël s'il y avait des magasins Zara normaux. Et c'est comme ça, donc c'est des marques comme Mango, Zara, je sais pas moi, H&M, etc. Donc pourquoi tout ça, Olivier? Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est pas combien on va payer. Il faut expliquer pourquoi est-ce que dans un pays de 10 millions d'habitants, avec une économie hyper puissante, un PIB dont on nous sonne toute la journée à toutes les oreilles, qu'il est plus élevé que celui de la France, un niveau de vie très élevé, pourquoi est-ce qu'on est obligé de commander des vêtements Zara en Grèce pour les payer le prix normal? Eh bien, tout simplement parce qu'Israël est un pays où tout le marché est contrôlé par des affairistes, on appelle ça en hébreu, des askanim, des gens qui ont mis la main sur tous les marchés possibles et imaginables, depuis les pièces détachées de voitures, en passant par les suppléments de vitamines et les cosmétiques et jusqu'aux vêtements. Alors, l'alimentation un petit peu différent forcément, parce que c'est quand même des produits, beaucoup de produits frais, beaucoup de local. Et donc, en fait, on nous interdit, à nous, les Israéliens, on nous prive de la possibilité d'acheter comme dans un pays développé. Alors déjà que tout coûte très très cher. On a des grandes marques comme H&M, comme Inditex, donc qui est la société qui possède Zara, Stradivarius, Mango, etc. Au lieu d'ouvrir des magasins comme dans tous les pays du monde, ces sociétés passent par des sortes d'importateurs, des licenciés, à qui on donne l'exclusivité de la marque, pour une raison qui nous échappe, très franchement, probablement de confort. On doit leur raconter que s'ils osent vouloir ouvrir un magasin eux-mêmes en Israël, eh bien, bizarrement, leurs colis se perdront à la douane, ou ils tomberont à la mer, et puis tout d'un coup, on leur appliquera des taxes qu'ils ne connaissent pas, et puis il faudra qu'ils louent très 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 cher dans les centres commerciaux, alors qu'il y a des gens qui savent faire ça beaucoup mieux qu'eux, qui vont leur enlever toute la migraine, et de toute façon, les Israéliens n'y connaissent rien, et de toute façon, les Israéliens n'ont pas le choix, parce qu'ils vont pas aller faire leurs courses à Beyrouth, à Damas ou au Caire, et de toute façon, les Israéliens, c'est des gros pigeons, et ils sont obligés de payer, donc allons-y gaiement. Et donc, c'est pour ça qu'on a en Israël l'IKEA le plus cher du monde, le Zara le plus cher du monde, H&M à des prix qui sont le double de ceux de Paris, tout le monde le sait exactement. Je ne vous parle même pas des cosmétiques et des produits d'hygiène où les prix sont tout simplement scandaleux. On est obligé d'aller acheter dans des magasins d'importation parallèles, je le dis à chaque fois, parce que là on est pas sur une analyse macro, mais on est sur une interview où je donne aussi des trucs. Ne mettez pas les pieds chez Superfarm, évidemment. Il faut acheter par correspondance sur iHerb, il faut acheter chez Lior Adika, il faut acheter chez Good Farm quand on habite à Tel Aviv. Il faut acheter uniquement dans des magasins qui importent en parallèle les mêmes produits. Donc, c'est pas la peine qu'on nous raconte des histoires sur le ministère de la Santé qui contrôlerait je ne sais quoi. Les normes européennes sont largement suffisantes. On attend toujours, évidemment, la réforme de Nir Barkat, avec ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que font ces sociétés. Voilà, il y a des gens qui gagnent leur vie en réexpédiant des colis Zara à des Israéliens qui habitent dans le pays
le deuxième pays le plus cher du monde après la Suisse. Donc si cette situation n'est pas absurde, je sais pas comment ça s'appelle. On n'est pas à Abu Dhabi, hein, on n'est pas une monarchie du Golfe. Le pouvoir d'achat des familles israéliennes est pas du tout aussi élevé que ce qu'on peut imaginer. Les gens tirent la langue, obligés d'avoir 2 boulots, sont endettés jusqu'aux yeux. On commence à avoir des dossiers de surendettement qui augmentent en flèche, y compris au niveau maintenant des mashkentaot, des prêts immobiliers. Et donc voilà cette super nouvelle de Primark qui arrive en Israël. Alors je sais pas, il faut comparer les prix, hein, donc faut avoir du bon sens. On rentre sur le site américain, si on n'est pas anglais, si on n'est pas bloqué, hein, parce que aussi par exemple avant, quand on voulait rentrer sur le site Zara Grèce, on était bloqué par Zara Israël pour qu'on puisse pas y aller. Alors, on utilise un VPN, hein, on en est vraiment là, hein, c'est pathétique de raconter ça. Donc on rentre avec un VPN, on regarde le prix à l'étranger, on regarde ce que ce monsieur ou d'autres qui font la même chose, parce que je fais pas de la pub pour lui, propose comme offre. Si on trouve que le prix est correct, on achète. Si le prix n'est pas correct, on attend son prochain voyage, on achète du vintage, et puis on évite d'inonder le monde de fast fashion inutile, très polluante, et qui se jette à la poubelle parce que la qualité est très basse. Mais dans l'ensemble, Olivier, c'est vraiment une nouvelle qui, en fait, a l'air bien comme ça, mais qui infantilise complètement les consommateurs israéliens en essayant de leur cacher la réalité qui est qu'en fait, on n'a pas une structure de marché normale, qu'on a une structure de marché très concentrée, sans aucune concurrence, avec des marques qui vraiment nous rient au nez. Et c'est plutôt triste, en fait. La véritable nouvelle, elle est plutôt triste, en fait. Oui, en gros, ce que vous nous dites, c'est que les grandes anciennes israéliennes qui existent, comme vous avez cité Zara ou même les anciennes enseignes comme Castro, etc., ont rien à craindre pratiquement de cette implantation, de cette arrivée entre guillemets de Primark. Non seulement elles ont rien à craindre, mais elles ont un tel pouvoir, Olivier, qu'elles ont réussi à faire retoquer une loi, enfin une directive qui avait été passée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich et qui permettait de passer de $75 à $150 la valeur des marchandises que l'on peut commander en Israël à titre privé sans être des grandes marques israéliennes. Donc il y a un lobby où dedans il y a Fox, Castro, Golf, toutes ces marques sans aucun intérêt là qu'on nous vend en Israël qui sont nulles mais qui occupent 80% des centres commerciaux. Ils ont réussi à faire pression sur la Knesset au nom, alors toujours la même chose, soi-disant l'emploi en Israël. Alors donc je rappelle que 100% des vêtements de ces marques sont fabriqués dans des pays du tiers-monde. C'est la Chine, la Bulgarie, ça va être, je sais pas moi, la Pologne, ça peut être aussi le Vietnam, le Sri Lanka. Donc pour l'emploi, le textile israélien n'existe plus, donc on repassera. Si c'est pour les salariés des magasins dans les canyons, tout le monde le sait depuis le corona, ils sont tous payés au salaire minimum avec des conditions épouvantables. Donc est-ce que vraiment c'est des marques qu'on a envie de défendre, dont on a envie de défendre les manœuvres? Sûrement pas. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut plus commander pour plus de $75. C'est donc un coup dur pour tous ces sites auxquels on commande à l'étranger. On est obligé de morceler la commande. Et ça prouve bien à quel point non seulement là, on n'a pas d'offre. Non seulement les marques sont hyper chères et elles se fichent de nous, mais en plus ces marques ont l'oreille du gouvernement, elles ont l'oreille de la Knesset. Et elles sont capables de nous claquer la porte au nez de la liberté d'acheter, de la liberté d'utiliser notre argent comme on veut. J'ai vraiment pas de mots pour qualifier la situation en Israël aujourd'hui entre l'augmentation du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat des Israéliens, de façon absolue, la guerre, le manque de solidarité totale qui est manifesté par toutes ces grandes entreprises. Et je termine, Olivier, en expliquant quand même, faut bien dire que nous, avec notre argent, avec ces prix là qu'on paye 3 t-shirts à 120 shekels, on nous fait croire que c'est un super prix, alors que le t-shirt il coûte 5 € à H&M, même à Paris, qui est une ville chère, d'accord? Et ben tout cet argent-là, il leur a servi à construire des empires internationaux. Fox est aujourd'hui présente dans 18 pays. Strauss est présente pour le café dans une quinzaine de pays. On nous annonce avec fierté l'ouverture de Roladine à Londres qui vend des beignets, là, je sais pas quoi, à 10 € le beignet. Donc en fait, c'est notre argent qui a fourni ces marges exceptionnelles. Il n'y a pas de marge plus importante que celles qui sont faites par les sociétés israéliennes sur le dos d'une population captive et enfermée dans le pays. Et avec ça, elles viennent se construire des empires internationaux qui vont encore augmenter leur puissance. Et tout ça, nous, on a servi de pilote, comme on dit en hébreu. On sert de population d'essai. Et donc, c'est vraiment que des tristes nouvelles. Sauf que, en effet, on a encore le pouvoir de dépenser notre argent un peu plus ou moins comme on veut, où on veut. Et donc, je le dis,
il faut commander à l'étranger, il faut acheter ses vêtements quand on voyage, il faut acheter en importation parallèle tout ce qui est cosmétique, hygiène, etc. Ne pas mettre les pieds dans les magasins qui vendent à plein pot, chasser les promotions. C'est comme ça, c'est le pays qui veut ça. Et en effet, pour les vêtements, écoutez, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. En Israël, le débat sur la fast fashion et sur ses conséquences, mais catastrophiques sur l'environnement et sur la planète, est totalement absent. Ouais. Il faut comprendre que dans le monde entier, aujourd'hui, c'est un véritable débat, que les vêtements en Chine sont souvent fabriqués par des esclaves ouïghours, que les conditions de travail des personnes qui fabriquent nos vêtements sont très mauvaises. Donc, il faut se limiter au minimum, essayer d'acheter de la qualité. En Israël, il y a aussi des petites marques, ça existe. Alors, c'est très cher, donc il faut acheter en promotion. Il y a aussi la deuxième main. Je peux pas expliquer à quel point il faut que nous, les consommateurs, on change de comportement et qu'on arrête d'être les victimes de ce système. Juste pour terminer, Yael, et très rapidement, vraiment, un petit mot sur votre bébé, Caspenou. Comment l'application se développe ? Alors, l'application marche très bien au niveau des utilisateurs, mais je ne réussis pas à trouver de financement pour la partie payante qui devrait nous permettre de pérenniser et de rester plus longtemps, enfin de rester indépendant. Donc j'ai écrit à de nombreux business angels franco-israéliens qui disent qu'ils aident Israël. Donc j'appelle ces personnes, si elles regardent cette interview, à m'aider, hein, parce que là l'IA de France, il y a beaucoup de gens qui viennent pas parce qu'Israël est trop cher. Il y a des gens qui quittent Israël parce qu'Israël est trop cher. C'est un projet, on l'a dit, hein, Olivier, gratuit, participatif, transparent, avec toutes les qui cochent toutes les cases. On a besoin d'aide, on a besoin d'un financier qui va nous aider à aller plus loin avec Caspenou, mais sinon, oui, les utilisateurs sont très contents. Très bien, merci beaucoup Yael, et à très bientôt sur Studio Qualita. Merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier. À bientôt.